Alors, mes enfants, ils ont imprimé la réplique, Ah ouais? mais je peux pas la répondre, la donner par cœur, celle-là. Je suis désolé. On ne parle pas de bonnes situations, de mauvaises situations, c'est une histoire de rencontre. Je sais Voilà. pas, je peux sortir la phrase d'Edouard Baird, mais non, je sais pas. Alors, je suis Jean-Charles Majesté, je suis professeur à l'université de Saint-Étienne. Je dirige un laboratoire qui s'appelle Ingénierie des matériaux polymères, qui travaille sur les matériaux polymères, de la chimie à la physique. Et j'enseigne à la faculté des sciences et techniques, de la première jusqu'au master, première année jusqu'au master. Donc vous êtes directeur d'un master? Je suis Déjà? responsable du master chimie et sciences des matériaux sur le site stéphanois et je suis directeur du laboratoire IMP, voilà, sur le site stéphanois. Qui est à la Métard. Qui est à la Métard, qui est à vol d'oiseau, 300 mètres derrière nous. Vous faites de la recherche. Oui. Votre sujet d'étude, qu'est-ce que c'est? Alors, les sujets je vais détenir le chapeau. C'est la physique de la matière molle. Alors, physique de la matière molle, c'est tout ce qui correspond à tout ce qui étudie la dynamique des systèmes mous, et en particulier les matériaux polymères, qu'on appelle aussi les plastiques. Mais on préfère les appeler polymères parce que plastique c'est assez réducteur en fait, c'est ce qu'on voit plutôt traîner dans la rue. Les matériaux polymères, vous en avez en médecine, vous en avez dans l'aérospatial, vous en avez dans les transports, dans les batteries de vos téléphones chéris, il y en a un peu partout. Et donc il y a des applications qui sont plus ou moins nobles, et nous, la physique de la matière molle, on s'attache à comprendre mais comment ça fonctionne à l'échelle microscopique et quelles sont les répercussions de ces mouvements microscopiques sur les propriétés macro, celles que vous utilisez, que vous vivez plutôt dans votre utilisation de ces matériaux-là. Alors le laboratoire, lui, il voit ces matériaux aussi du côté de la chimie, puisqu'on les synthétise, on peut les modifier, et après il transfère le bébé aux physiciens de la matière molle qui essaient de comprendre leurs propriétés finales en faisant des relations structure-propriété, structure moléculaire et propriété finale. Alors les propriétés finales peuvent être très larges, ça peut être électrique, mécanique, rhéologique, perméabilité, des trucs comme ça. Voilà. Et molle? Molle parce qu'en fait, c'est par rapport aux métaux, ces matériaux-là peuvent changer d'état. Ils peuvent être soit mous, quand on est plutôt à haute température. C'est comme ça qu'on les met en forme, c'est comme ça qu'on arrive à en faire des objets avec des complexités de forme assez impressionnantes et qui donnent leurs propriétés d'usage si intéressantes. Et quand on baisse la température, en général, ils sont solides, ils se durcissent, voilà. Et voilà, donc du coup, matière molle parce que la mise en forme et l'étude en fait que l'on en fait est souvent centrée autour de cet état-là. Et ça apporte enfin, ça apporte ça. Il y a des propriétés très très spécifiques par rapport aux matériaux durs comme les métaux, le bois, ou la pierre, ou les matériaux minéraux. Quels sont les corps de métier? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas que des chercheurs dans un laboratoire. Tout à fait. Alors, les chercheurs, c'est eux qui normalement sont en charge de la direction scientifique de leur sujet d'étude, et ils sont encadrés, environnés par tout un ensemble de personnels techniques qui sont indispensables pour la vie et le fonctionnement du laboratoire. C'est des personnes qu'on appelle les ITA quand ils sont affiliés au CNRS, ou des BIATS quand ils sont affiliés à l'université. Et c'est des personnes qui sont en soutien technique, qui sont responsables de parcs de machines, qui sont responsables de l'optimisation du parc, de l'amélioration du parc, de la maintenance du parc. On comprend bien que sans eux, on ne pourrait pas faire grand-chose. Voilà. Et puis à côté de ça, ça c'est les personnels permanents. À côté de ça, on a aussi des personnels non permanents qui sont les doctorants, les masters, les post-doctorants, ou tout ingénieur ou technicien qui vient sur des projets comme ça à court terme travailler dans le laboratoire. En tant que directeur, eh bien, quel est votre rôle? Il y a plusieurs niveaux. Il y a un rôle déjà d'encadrement administratif, il y a un rôle d'encadrement sur le fonctionnement,
il y a un rôle aussi de décision politique sur certaines directions scientifiques. En fait, c'est surtout pas le directeur qui va dire il faut travailler là-dessus, il faut faire ça. Ça, il faut surtout pas fonctionner comme ça parce que il faut laisser ce que le chercheur porte en lui, c'est-à-dire la liberté de créer, la créativité. Et donc imposer des directions de recherche de manière dogmatique, c'est freiner cette créativité. Donc la créativité, voilà, il faut la laisser libre. Par contre, il faut discuter, travailler pour maintenir une certaine cohérence dans l'activité du laboratoire et stimuler via des financements ou via une amélioration, par exemple, du dispositif expérimental ou via une impulsion politique, on peut stimuler ou telle discipline, telle ou telle activité, de manière à essayer de faire avancer collégialement et collectivement le laboratoire. Voilà. Donc, le rôle 3, administratif, fonctionnement et encadrement scientifique. Avant vos études, est-ce que vous saviez déjà ce que vous vouliez faire? Oui, oui, c'est vrai en plus. Vous saviez déjà que vous vouliez être... Enseignant-chercheur, peut-être pas. D'accord. Mais par contre, je pense que j'ai toujours été scientifique, ça c'est sûr. J'ai toujours fait mes petites expériences à la maison. Vous Donc aviez ça, ouais, des ça petits c'est. kits Bah, d'expérience? non, moi je suis fils de paysan, donc j'avais la ferme, c'était un territoire enfin un espace de travail pour fabriquer n'importe quoi, et donc oui, oui, c'était plutôt des choses fabriquées maison. Mais voilà, donc ça je peux pas le nier, j'ai toujours été scientifique. Ouais. Quel a été le déclencheur après lequel vous vous êtes dit, je veux travailler dans la physique-chimie? Le déclencheur, je pense que, comme je le disais, toujours une appétence pour les sciences. Après, les sciences, c'est large. Je pense que quand j'étais au lycée, la biologie, la biochimie, ça tout passait dans la tête. Vétérinaire, médecin, comme tous les. Et puis, tout d'un coup, la physique, ça m'a parlé. Pourquoi? Parce que la physique en général. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai toujours adoré cette relation qu'il y a entre ce qu'on observe expérimentalement, pardon, et la formalisation mathématique qui est à côté. Et ça, c'est assez incroyable. C'est-à-dire avoir un modèle mathématique qui soit capable de prédire le visible, l'observable. Et ce lien, je pense qu'il m'épatera, il me fascinera tout le temps. Voilà. C'est le lien voilà, entre les maths et le réel. Les maths et le réel, et la, et la compréhension des mécanismes physiques, la compréhension de ce qui se passe à l'échelle micro, au nano, et la résultante, soit via l'expérience, soit via la modélisation, la formalisation mathématique, la résultante à l'échelle macro qu'on vit tous les jours. Quel a été votre parcours universitaire? Ben, formation universitaire, en physique, plutôt sciences pour l'ingénieur. Et après, j'ai fait, à l'époque, ça s'appelait un DEA. Maintenant, ça n'existe plus. C'est un diplôme d'études approfondies où on apprenait, c'est l'équivalent du Master 2, en fait. À l'époque, c'était comme ça. Et après, c'est un doctorat. J'ai fait quelques recherches par rapport à, enfin, sur vous, et j'ai vu que vous avez fait une thèse pendant votre doctorat. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu Oula, l'intitulé? c'était, je me rappelle même plus du titre. C'est affreux, hein. C'était sur la dynamique moléculaire des polymères polymoléculaires, un truc comme ça. Et ensuite, j'ai vu que vous avez été alors président de jury, que vous Ouais, on avez... en a très souvent, ça, des présidences de jury. Ah ouais? Ouais. Ben, j'en ai 2 ou 3 par an. D'accord. Président, présidence de jury, participation à des jurys ou rapporteur de thèse. Enfin, il y a trois rôles en fait dans les jurys. Il y a le président qui préside, voilà, qui organise les débats et qui fait le rapport de soutenance. Il y a les rapporteurs qui sont sollicités en aval, en amont, pardon, qui regardent le manuscrit, qui étudient, qui font une review en fait en français, qui rapportent voilà, le contenu, qui font une analyse critique de la forme et du fond, qui donnent l'autorisation de soutenir ou pas, et qui anime la discussion scientifique au moment du jury de thèse. Et puis après, il y a les examinateurs qui sont là pour aussi participer à l'évaluation de la thèse le jour J. Voilà. Ça fait 8 personnes, ou 6 à 8 personnes. Ce qu'on aimerait savoir, les étudiants, je pense qu'ils aimeraient savoir,
Monsieur Jean-Charles Majesté, lorsqu'il était étudiant, Voilà, quel type d'étudiant était-il? les Ah, trois. les trois? Studieux quand il fallait, fêtard quand il fallait et investi quand il fallait. Je pense Ouais, que c'est un bon résumé, ça. d'accord. Oui. Vous avez été investi dans une association étudiante? Alors, on participait, oui, à l'organisation de. Alors ça, c'était moins formalisé à l'époque. C'était beaucoup moins formalisé. C'était plus formalisé quand on avançait dans les études, mais au niveau des premières années, ça l'était beaucoup moins. Ça l'était plus quand on montait dans les études, au niveau de la maîtrise à l'époque, des trucs comme ça. Ouais. D'accord. Et Mais bon, vous avez organisé des projets ou pas lorsque vous non, étiez... non, 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 c'était une organisation qui n'avait rien à voir avec la vôtre. Ah ouais? C'était une organisation plutôt festive qu'autre chose. D'accord. Je sais pas Voilà. s'il faut le dire. Nous, Non, mais non, il y avait ça. C'est plutôt quelque chose qui est très bien au niveau de l'université maintenant. C'est la capacité que vous avez à vous organiser par rapport aux écoles d'ingénieurs dans lesquelles c'était beaucoup plus traditionnel. Et je trouve ça que c'est super. C'est- Donc, je ça suis nous content. arrive aussi de faire un peu la fête. Ah ben, c'est important. Je dis ça parce que je pense qu'il faut sortir de cette idée qu'il faut bosser tout le temps. Euh, il faut couper ça au montage. Non, Non, ce que je veux on le dire, c'est mettra. que Je rigole. ce qui est important, c'est l'équilibre de la personne. Et si vous avez besoin de bosser 100% du temps, ben, parce que c'est votre seul moyen de réussir, ben, faites-le. Mais si vous êtes capable de manier la chair et le shoot, ben, c'est bien pour l'équilibre aussi, parce qu'il faut voir le monde aussi, autre que dans les études. C'est quelque chose que l'université ne fait pas et que les autres pays font, c'est justement de faire une année de césure pour aller voir le monde avant de continuer de s'investir dans le métier. Ça, c'est pas mal, ça. Quand vous avez commencé votre métier, Oui. vous aviez sûrement des attentes. Quelles ont été vos plus grosses déceptions après vous êtes engagé dans ce métier? Le scientifique, normalement, il doit s'attendre à rien. C'est ça la base. Le premier principe, c'est qu'il doit s'attendre à rien. Il a un phénomène qui l'intéresse, il l'étudie sans a priori. Et à partir du moment où on a des a priori, là, on risque d'être déçu. Donc, c'est peut-être les seules déceptions. Sinon, le métier, il est vraiment extrêmement riche en événements surprenants, parce que c'est l'essence même du métier d'être surpris par ce qu'on va trouver, puisqu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc on est forcément surpris. Chaque manip, chaque résultat, chaque découverte de cohérence entre les résultats, c'est une surprise. Donc je ne sais pas ce qui pourrait me décevoir. Dans le cœur du métier. Après, dans l'environnement du métier, bon, on pourra en discuter, ça c'est autre chose. Mais dans le cœur du métier, je vois pas ce qui peut être décevant, d'autant plus qu'on est très libre en fait sur ce qu'on veut faire, tant qu'on reste dans le cadre de la politique du labo, hein, bien sûr. On ne va pas se mettre à, comme je dis, à étudier les fenêtres en Amérique du Sud, je change de pays. Ouais. Donc, on est extrêmement libre et on peut laisser libre cours à la créativité. Et donc, c'est comme si on demandait à un peintre qu'est-ce qui vous déçoit dans le fait de peindre. Oui. Ne plus avoir de gouache, oui, peut-être, ça je suis d'accord, ou ne plus avoir de peinture, mais sinon, il n'y a pas de déception. Est-ce que vous avez une anecdote sur votre carrière que vous aimeriez nous raconter? Les bons souvenirs, en général, c'est des congrès que j'ai passés avec des collègues et tout ça. Un congrès, justement, je me rappelle avec un collègue et un doctorant, c'était en Sicile, à Palerme, où on avait les conférences, on en avait plein en plus à présenter et à écouter. Et après, on se barrait vite fait à la plage et on bronzait et on mangeait à la sicilienne. C'était génial. Je crois que c'est le meilleur congrès que j'ai jamais fait. Mais bon, j'en ai plein d'autres voilà, congrès. C'est les meilleurs moments. C'est les moments de partage entre collègues où justement on sort un peu de la science, on y reste. Et ces congrès, en fait, c'est le moment aussi de partager tout. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les étudiants, hein. Il faut partager à la fois la science et à la fois l'amitié ou tout, la vie, quoi. Vous nous avez parlé de votre sujet d'étude. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet d'étude? Alors ça démarre en fait. Je vais. C'est au niveau du sujet de thèse en fait. C'est quand je suis sorti justement et que j'ai voulu intégrer un laboratoire, j'étais intéressé par tout ce qui était mécanique et du coup j'ai trouvé ce laboratoire dans lequel il y avait de la mécanique autour de la matière molle. Voilà.
dans cette discipline des matériaux polymères, il y a plein de sujets. On peut faire de la chimie des polymères, on peut faire de la mécanique des polymères, on peut faire des propriétés diélectriques des polymères, etc. Et alors, par contre, là, c'est sous-ensemble dans le gros ensemble. Ça, c'est nous qui les choisissons. Par contre, la grosse spécialité polymère, ça, on l'a choisi au moment du diplôme d'études approfondies, du DEA, et du sujet de thèse, en fait. Voilà. C'est là que la première grosse spécialisation se fait. Est-ce que c'est une bonne situation, ça, prof? Oui. Alors, Une bonne situation. C'est quoi une bonne situation? C'est philosophique comme question, ça. justement, on se demandait si, elle se posait la question si vous alliez avoir la référence. Vous connaissez Astérix et Obélix Ouais. Alors, mes enfants, ils ont imprimé la réplique, Ah ouais? mais je peux pas la répondre, la donner par cœur, celle-là. Je suis désolé. On ne parle pas de bonne situation, de mauvaise situation, c'est une histoire de rencontre. Je Voilà. sais pas, je peux sortir la phrase d'Edouard Baird, mais non, je sais pas. Je peux pas vous dire. C'est pas mal, mais j'ai pas eu le réflexe de répondre. Mais Ah je ouais. sentais qu'il y avait quelque chose derrière qui était... Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets d'applications dans le monde réel de vos sujets d'études? Oui, alors il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà, l'activité du laboratoire, elle se fait en fort lien, très fort lien avec le monde socio-économique. Pour vous chiffrer tout ça, euh, le financement du laboratoire, il est allé à 70%, on va dire, fait à partir de collaboration avec l'industrie. Le reste, ça vient de financement de l'État, des appels à projets nationaux, comme ceux qui sont proposés par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, ou d'autres appels à projets nationaux ou internationaux, comme les projets européens, par exemple. Et après, il y a un peu de financement récurrent qui vient de l'université, mais c'est pas ça qui va nous permettre de mener des activités de recherche soutenues. Il n'y a rien de péjoratif à dire ça, c'est une réalité. Donc, à partir du moment où on est en fort lien avec l'industrie, donc avec des acteurs majeurs, hein, ça va être, je sais pas moi, Solvay, Michelin, Total, des petits acteurs comme des gens du plateau sigolénois, enfin les plus petits en taille, comme le groupe Barbier, le groupe Legatec, des comme ça, des grands groupes, Saint-Gobain, voilà, tout ça, c'est des gros groupes qui nous sollicitent pour nos compétences dans le domaine des matériaux polymères. Et plus que nous solliciter, ils nous financent aussi. Donc, ils nous financent soit en s'associant dans des contrats nationaux, des contrats internationaux de collaboration qui sont cofinancés par l'État ou par l'Europe et par l'industriel, ou alors ils financent directement des études au laboratoire en embauchant un doctorant, en amenant un accompagnement financier au laboratoire pour mener une étude sur un sujet d'intérêt pour eux et pour nous aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, on- c'est un travail gagnant-gagnant en fait. C'est-à-dire que nous, on doit monter en compétences scientifiques sur le sujet, et eux, ils doivent monter en compétences techniques pour le commercialiser, puisqu'au bout du compte, c'est ça la réalité de la vie. D'accord. Donc, des applications, forcément, on en aura beaucoup. On va travailler dans le pneumatique avec Michelin, où on a travaillé justement sur l'amélioration de la diminution de la consommation des pneus au moment du roulement, par exemple, où là, on va travailler plutôt, nous, à l'échelle microscopique. On va essayer d'améliorer la compatibilité, par exemple, entre les particules de silice que vous avez dans vos pneus pour les rendre plus costauds, voilà, sans rentrer dans les détails, voilà. On va aussi améliorer, par exemple, la recyclabilité des matériaux, l'extraction. On a une nouvelle plateforme qui va se développer sur le site de la manufacture à côté du laboratoire Hubert Curien, où justement on pourra mener des recherches sur la
de la dépollution, par exemple, des matériaux polymères pour améliorer leur recyclage, pour aussi faire baisser la consommation des procédés de transformation, des trucs comme ça. On va travailler aussi plutôt du côté chimie pour développer des nouveaux, par exemple, adhésifs qui sont thermo décollables. Bon, c'est-à-dire qu'ils sont actuellement, pour recontextualiser, vous avez des adhésifs qui sont très costauds, mais ils sont tellement costauds qu'on ne peut pas décoller ce qu'on a collé voilà, sur la surface. Non, l'idée, là, c'est d'avoir de développer des matériaux polymères qui permettent le décollage quand on amène un stimuli extérieur, la température, je sais pas moi, un solvant, un truc comme ça, adéquat. Voilà. Il y a des applications médicales aussi. On peut travailler sur des applications où on fabrique des par impression 3D, des fausses aortes, des faux organes pour que les chirurgiens puissent travailler dessus. Alors, des faux organes qui ont exactement les mêmes propriétés mécaniques que Oui. les organes. Et ça, juste pour s'entraîner, pour la médecine? Pour s'entraîner, pour que le chirurgien puisse s'entraîner. Est-ce que peut-être vous imaginez peut-être dans le futur une application où on puisse remplacer un organe par un organe Ah, synthétique? alors on a des activités aussi sur utiliser le matériau polymère. Hein. Et là, on sort du plastique. Là, c'est plus du plastique, c'est un matériau polymère, c'est-à-dire une macromolécule à l'échelle microscopique. C'est une long spaghetti, mais de quelques dizaines de nanomètres, hein, à peu près. Voilà, c'est ça. Et en fait, on s'en est servi pour favoriser la spermatogénèse, par exemple. Ça a servi de support pour faire justement de la culture ex vivo de gamètes mâles, de manière à pouvoir donner des possibilités à des couples de cultiver justement le sperme du mari pour après avoir un peu plus de chance pour la reproduction. Voilà. Donc, on a aussi des matériaux polymères qui sont des vecteurs de produits actifs qu'on va mettre par exemple sous forme de microcapsules et qu'on va un peu injecter dans le corps et qui vont relarguer avec une cinétique bien définie, bien adaptée, des produits actifs dans le corps au moment où ils vont se déplacer. Voilà. Donc on va avoir des applications qui vont être très si on se fait des gants de boxe, c'est-à-dire le gros pneu bien sale, même si c'est extrêmement technique, on va avoir des applications environnementales, la dépollution, le recyclage, la création de matériaux biosourcés. On va avoir des applications aussi allègement des matériaux dans les voitures, par exemple, allègement en mettant des mousses extrêmement techniques, en changeant en améliorant par exemple les revêtements des tableaux de bord pour qu'ils soient légers, avec un bon touchy, pour avoir par exemple un peu d'électronique embarquée sur le tableau de bord, des trucs comme ça. Voilà, donc c'est hyper large les applications, et ces applications, elles sont soit obtenues à partir de la recherche elle-même Hmm. On voilà, découvre. pour laquelle on trouve qu'il y a un débouché technique et applicatif qui va de soi, ou soit elles sont attirées par l'industriel, apportées par l'industriel qui, lui, vient avec une vraie problématique et que nous, on doit répondre, à laquelle on doit répondre avec un peu plus de science et de démarche voilà, scientifique et analytique. Voilà. D'accord. Oui, donc c'est large, Donc, très large. les applications, je pourrais vous en citer une liste encore très très longue. Ouais. J'essaie de ratisser large, voilà, de la médecine à la chimie, à l'application automobile, voilà, aéronautique. En quoi votre métier est différent de nos jours par rapport à vos débuts? Alors, au début, je pense qu'on avait plus de temps à donner à la recherche pure, en fait. C'est-à-dire que maintenant, on consomme un peu du temps de nos journées à l'écriture de projets en vue de la recherche et l'obtention de financement. Voilà. Donc du coup, il y a des blagues qui courent dans notre communauté qui disent que l'argent qu'on passe effectivement en temps d'écriture de projet, on devrait directement nous le donner parce que finalement, ça serait plus efficace. Euh, c'est vraiment la grosse différence, je pense. On est passé d'une recherche euh, qui était
subventionné ou qui était partenarial avec une recherche plutôt sur projet. Voilà. Où on écrit un projet et on a de l'argent pour ce projet. Voilà. Et ça c'est la même, ça se décline à l'échelle nationale, à l'échelle internationale ou à l'échelle locale, régionale, départementale, voilà, etc., etc. Et ça consomme du temps de recherche, bizarrement. Ça donne beaucoup de financement, euh, et énormément de financement. Ouais. C'est-à-dire qu'on est vraiment à l'aise au laboratoire en termes de financement de la recherche et de renouvellement des machines, consommables, etc. Mais c'est forcément au détriment d'autre chose qui est la recherche pure et dure, le temps de neurones disponibles à au développement du sujet sur lequel on travaille. Alors, on parlait tout à l'heure de la saisonnalité. Y a-t-il une... Donc, quelle est la saisonnalité du métier enseignant-chercheur? Alors, côté chercheur, pas vraiment de saisonnalité. Je dirais même pire que ça. Du côté du chercheur, si on coupe la personnalité en deux, côté de chercheur, c'est un travail de 24 heures sur 24. C'est assez obsédant, on va dire. C'est-à-dire qu'on y pense tout le temps, pas qu'en se rasant le matin devant le miroir, comme disaient certains, tout le temps. Par contre, côté enseignement, il y a une vraie saisonnalité qui est imposée par le rythme des promotions qui arrivent. Et quand on a les deux activités qui se rencontrent en septembre, ça devient des fois un peu lourd cette période. Ouais. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que on n'est pas que des enseignants, on est aussi des chercheurs. Et dans ces périodes-là de démarrage d'année universitaire, les deux parties de la personnalité, on a du mal des fois à les faire rentrer dans une même personne. Les journées sont malheureusement finies en heure. Voilà. Et puis, vous avez les thèses en même temps? Les thèses, c'est plutôt à la période de décembre, parce que comme les projets de recherche sont en général synchronisés sur début et fin octobre, les soutenants se font en décembre, et à ce moment-là, on a souvent de lourds déplacements sur le territoire français ou à l'étranger pour assumer voilà, les jurys de thèse dans lesquels on est invité. Si vous aviez une baguette magique en main actuellement et que vous vouliez transformer quelque chose dans votre métier pour qu'il soit optimal pour vous, Ah ouais, ah, mais ça rejoint la réponse que j'ai fait il y a 30 secondes. Essayer justement de laisser un peu plus de temps aux chercheurs pour chercher. La temporalité du chercheur, c'est pas la même que celle des autres corps de métier. On a besoin de temps long. Donc il nous faut du temps pour penser, pour manipuler, pour sortir des résultats expérimentaux, pour les mettre en cohérence et pour les modéliser et pour les produire après. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut nous aider sur l'administratif, c'est-à-dire que soulager du point de vue administratif, et peut-être, ça c'est plutôt à l'État que je m'adresse, c'est baisser la part de financement sur projet pour augmenter la part de financement récurrent sur des projets de ressourcement qui sont le cœur de notre activité. ce qui vous Voilà. laisserait plus de temps pour la recherche, Laisser du tout temps à la simplement. recherche. Quand ils ont du temps, les chercheurs, j'ai aucun doute, ils s'y mettent à fond pour chercher, c'est leur métier. Alors, en parlant de chercheurs, vous me parliez tout à l'heure d'un chercheur qui a eu un prix Nobel. Pierre-Gilles Degène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi il a eu ce prix Nobel? Alors celui-là, il est particulier dans notre activité au laboratoire et dans la mienne particulièrement parce qu'il a travaillé sur justement les problématiques de dynamique moléculaire. C'est lui qui a introduit des concepts de mouvements moléculaires bien particuliers qui a permis de faire le lien entre le mouvement à l'échelle moléculaire et les propriétés comme la viscosité ou l'élasticité qu'on observe sur des matériaux euh, polymères, de la matière molle. Il a travaillé aussi sur l'adhésion, il a travaillé tout autour euh, de, de, de cette thématique-là. Et il a mis en place il a impulsé des concepts qui sont encore en vigueur et qui sont une source d'inspiration sans fin pour nous. Alors, tous les résultats, toutes les conclusions n'ont pas été données par Pierre-Gilles Degène,
mais il a été extrêmement inspirant. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça, je pense, qu'un prix Nobel est délivré. Est-ce que vous avez une prédiction sur le devenir de votre métier? Dans 3, 5, 10 ans? Courte échelle, moyenne échelle, grande échelle? Euh, c'est un métier. Alors, j'ai pas de boule de cristal, Hmm. mais on l'a vu, c'est un métier de façon qui existe depuis la nuit des temps, depuis les Grecs, avec les premiers mathématiciens qui cherchaient Pythagore, Euclide, tout ça, qui cherchaient justement des règles pour comprendre le monde. Euh, Ça a continué à toutes les époques et du coup, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. En France, a priori, on va essayer de croire les annonces au niveau de l'État. On veut lui redonner un peu plus de moyens Ok. parce qu'il y a besoin. Donc il y a un plan qui va s'étaler là sur les années, 10 ans facile, dans lequel il y a une implication, a priori, je préfère toujours garder ça, une implication de l'État pour redonner justement un peu plus de moyens à la recherche pour faire de la recherche, justement. On a vu dans la crise du Covid que les métiers de la recherche ont été essentiels. Ils ont été essentiels à la fois pour développer un vaccin, pour comprendre la maladie, mais on ne voit pas aussi tout ce qui se fait sur d'autres disciplines, que ce soit des disciplines en chimie, en physique, pour accompagner justement les chercheurs qui sont plutôt dans la biologie ou dans le développement voilà, des vaccins. Vous êtes enseignant-chercheur, mais vous ne faites pas que ça dans la vie. Vous avez aussi une autre activité en dehors qui est la musique. Ouais, Alors, c'est très important. Alors pourquoi c'est très important? Parce que c'est une activité de créativité aussi. Je pense que c'est pas pour rien que beaucoup de chercheurs aussi ont des activités de ce type-là, écriture, peinture, musique, parce que c'est des activités où on développe aussi notre créativité. Alors il y a de la technique aussi, parce que pour faire de la musique, il y a une base de technique, mais il y a aussi une base de créativité qui est super importante. Et puis surtout, il y a aussi quelque chose qui est une soupape incroyable, c'est la libération des émotions et de la partie justement qu'on enfouit en nous quand on doit garder une approche très rationnelle des choses. Donc la rationalité, on la laisse au boulot, et puis là, après, on se lâche. On se lâche du point de vue de la créativité, on se lâche du point de vue des émotions aussi. Tout bon joueur de guitare, il faut qu'à un moment donné, il sorte la note du ventre. C'est donc, pas que l'enchaînement de 10 000 notes à la seconde, c'est aussi, voilà, il faut que ça sorte du ventre. donc, vous jouez de la guitare électrique. Ouais, je joue de la guitare électrique dans un groupe qui s'appelle les Shed Game. Donc c'est un groupe de vieux, comme je disais, c'est de mon âge, mais par rapport à vous. Et donc plutôt sur des assez éclectique sur le jeu, mais quand même il y a un fil conducteur, c'est le rock, pop rock. En fait, voilà. Depuis combien de temps faites-vous de la guitare électrique? Alors, moi, j'en fais depuis presque 15 ans, là, je crois, si je fais le compte. J'ai repris, en fait, au petit, je faisais la trompette. Alors, je ne le dis pas trop parce que la trompette, c'est peut-être moins rock que la guitare. J'ai commencé la musique comme ça, assez tôt. Et après, je me suis essayé aussi au piano. Je touchais un peu la guitare, mais étant étudiant, vous savez, les conditions des étudiants, c'est compliqué, on n'a pas trop le sou, donc voilà. Et puis après, voilà, j'ai eu des enfants, et puis mes enfants ont pris des cours de musique, et là je me suis dit, bah, tiens, moi aussi je vais en refaire. Donc voilà, donc depuis que mes filles ont pris des cours de musique, eh bien, j'ai repris il y a 15 ans à peu près. Voilà. Et donc je m'y suis remis. Alors j'avais une base bien sûr de solfège, mais je me suis remis sur la technique de la guitare électrique. Et puis voilà, ça fait 5 ans qu'on a monté ce groupe, et puis on y va. Vous avez toujours eu une influence musicale, artistique? Artistique ou être un artiste, ça c'est autre chose. Je pense que je sais pas si je peux me considérer comme un artiste. Les artistes, je Moi, je pense pense qu'ils que ont une implication personnelle encore plus forte dans leur art. Moi, ça reste un hobby qui prend beaucoup de place parce que
ça me prend du temps pour m'entraîner, ça me prend du temps pour créer, pour composer, par exemple. Mais de là à m'impliquer 24 heures 24, je peux pas, parce que qu'un artiste, putain, ils sont. Puis c'est des grands techniciens, et puis émotionnellement, ils sont impliqués à un niveau que on aura du mal à atteindre. Mais c'est une partie, ouais, très importante de la vie. Ouais, je pense que là, je serais très triste si je pouvais plus en faire. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter avec ce groupe de musique? Ah oui, la fois où on a joué dans un camion avec tous les gens à la buvette en face, ouais, avec un no man's land de 50 mètres entre et des gens bourrés qui venaient de temps en autre danser complètement bourrés. Et nous, avec un son complètement pourri où on s'entendait pas les uns les autres. Moi, je jouais au métronome finalement dans ma tête. C'était le meilleur moment, je crois, parce que c'était surréaliste la situation. C'était dans un village qui était dans la plaine là-bas, c'était vraiment super rigolo. Les gens hyper sympas, ils nous ont invités à manger, ils nous ont super bien accueillis. Mais après, bon, c'était voilà, une fête sur laquelle il fallait une sorte d'animation. On a sorti le répertoire, mais c'était quand même assez, assez incroyable, ouais, Ah oui. assez incroyable. Je ne dois pas être le premier à raconter une histoire comme ça. Je pense que tout musicien qui se respecte et qui a fait une date à quelque part a eu ce grand moment de solitude où il a l'impression de jouer devant le vide sidéral. Mais c'est super quand même. Ouais, c'est une bonne expérience, Ah quoi. oui, très 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 bien. Ouais. Surtout même techniquement, jouer sans entendre les autres, à part la batterie qui joue toujours fort, c'était assez étonnant. Et quand on a regardé l'enregistrement, bizarrement, on était tous synchrones. Donc c'est-à-dire qu'on on a été pas Vous mal quand étiez même. connectés. On était vraiment connectés par je sais pas quoi, par le tempo, mais c'était assez remarquable. Parce que vraiment le son était vraiment d'une pourriture que j'ai jamais vu ça. Voilà. Bon, c'était rigolo. Vous êtes combien dans votre groupe? 5. 5. Il y a 2 guitaristes, un bassiste, un chanteur et un batteur. Et c'est pas 5 enseignants-chercheurs? Alors il y a non, il y a un banquier, il y a un médecin, il y a une personne qui travaille au champ à, à Montieu, et puis moi, ancien chercheur, et le bassiste, celui qui est enseignant à l'ENISE, donc qui est plutôt lui, voilà, qui enseigne la mécanique sur l'école d'ingénieurs de Saint-Étienne. Et vous réunissez tous autour de Alors la musique. là, c'est difficile de parler de ça actuellement parce que les réunions, Vous réunissez ça nous psychologiquement. manque, mais d'une folie, là. C'est incroyable. On se réunissait toutes les semaines pour répéter, avant la Covid. On a réussi à se revoir un peu pendant la sortie du premier confinement. Et avec le couvre-feu, là, mais c'est dramatique. On peut pas répéter. Donc on travaille chacun de son côté, on échange, mais c'est tout. Et on avait des dates prévues dans des bars, et tout a été annulé. Alors, j'ai vraiment une pensée pour ceux qui en vivent, parce que ça nous embête. On se dit, oh, c'est malheureux, mais on a de quoi vivre à côté, on a notre activité principale. Et ceux qui en vivent, je sais pas comment ils font. Ça doit être à la fois financièrement, c'est horrible à vivre, et artistiquement aussi. Un artiste, il a besoin de se produire. Il veut montrer ce qu'il fait et partager. Bon, j'espère que ça va changer. Voilà. D'accord. Bon, c'est un beau message pour la fin. Ben, merci beaucoup. Mais de rien. Merci beaucoup d'avoir participé, c'est très gentil. Et d'avoir Bon, partagé votre métier, votre savoir. pour le savoir, je sais pas si je l'ai partagé parce que faudrait des cours pour ça. D'ailleurs, je vais commencer. On va commencer par quoi?